C'était il y a 30 ans, dans le fief de Ferrari, la F1 disputait son 3e Grand Prix de la saison, et rien ne laissait présager une telle chose. Des accidents, des blessés et des morts. Parmi eux, une légende, Ayrton Senna, et un néophyte, Roland Ratzenberger. Et une fois n'est pas coutume, on va mettre l'Autrichien à l'honneur. Voici l'histoire de Roland Ratzenberger. Durant l'intersaison 1993-1994, Roland Ratzenberger parvient à sécuriser un baquet en Formule 1 dans la nouvelle équipe Simtech. Un contrat de 6 courses et beaucoup d'efforts financiers pour réaliser son rêve à l'âge de 33 ans. Mais avant ça, Roland eut une bonne carrière en sport automobile. Roland Ratzenberger est né le 4 juillet 1960 à Salzbourg en Autriche. Rapidement, il se montre attiré par la vitesse. Mécanicien de formation, cet Autrichien se passionne pour le sport automobile. Il ne vient pas d'une famille plus fortunée que ça, et il faut dire que ses parents ne l'encouragent pas forcément à aller dans cette voie qui est dangereuse et incertaine. Cela dit, il ne l'empêche pas, et à 16 ans, Ratzenberger se paye son premier kart. Les premières années de Roland en sport automobile sont assez particulières. Comme beaucoup, il est passionné, talentueux, mais n'a pas d'argent. Alors, il va devenir instructeur à l'école de pilotage du circuit de Salzbourg. Il coach ainsi des pilotes en Formule Ford et prend quelquefois le volant. D'ailleurs, durant ces années 80-81, Roland travaille avec un certain Franz Tost. Ouais, le monde est petit. Déjà, Roland se construit une réputation de gars impliqué et sérieux, mais aussi au caractère très attachant et sympathique. En plus, techniquement, il s'y connaît. Tout ceci fait que petit à petit, il obtient de plus en plus de roulage et troque sa combinaison de mécano pour une combinaison de pilote de course. Petit à petit, il passe du Salzburgring à l'Österreichring et de l'Autriche à l'Allemagne. C'est ainsi qu'entre 1983 et 1984, Roland lance réellement sa carrière de pilote. Le Salzbourgeois est alors âgé de 22-23 ans. Sauf que pour lui, c'est déjà trop vieux, alors il décide de se rajeunir de 2 ans. Comme ça, il se ferme moins de portes. Bon nombre de pilotes ont déjà fait ça, comme par exemple un certain Gilles Villeneuve. Bref, Roland débute en monoplace par la catégorie qu'il connaît parfaitement, la Formule Ford. Il évolue dans plusieurs championnats comme la série allemande, autrichienne ou alors centrale européenne. Bon, ces 2 premières années sont discrètes et il faut dire qu'il est difficile de trouver des traces de l'Autrichien. En revanche, sa 3e année en 85 est bien meilleure et Roland commence à se montrer. Il évolue en haut de la grille et décroche ses premiers succès. Champion d'Autriche et d'Europe centrale, 2e en Allemagne, il termine 2e du Formule Ford Festival. L'une des courses les plus emblématiques de la Formule Ford qui fait quelque part office de Coupe du Monde. Et elle se tient à Brands Hatch, le berceau de la catégorie. C'est ici que les plateaux sont le plus relevés et Roland y retourne en 1986. C'est cette année que Roland se révèle et particulièrement à Brands Hatch pour sa 2e participation au Formule Ford Festival. Passant les quarts de finale et les demi-finales, Roland se dispute âprement la victoire face au Suisse Philippe Favre. Le combat est rude, mais l'Autrichien s'en sort vainqueur sur le fil. Sa première victoire de prestige qui démontre que l'Autrichien a du talent. Puis ses autres résultats dans le championnat britannique parlent clairement pour lui et Roland progresse dans sa carrière. Désormais soutenu par ATS, direction la F3 avec le championnat britannique et le championnat européen. Mais ce n'est pas tout. En plus de ses engagements à F3, Roland débarque en WTCC, le championnat du monde de voitures de tourisme, auquel il prend part avec une BMW M3 du Team Schnitzer. Une référence dans le milieu du tourisme. Ouais, Roland est un homme occupé. Si le championnat britannique n'est pas terrible, 12e du classement avec un podium à Spa, le championnat européen est bien meilleur. Victorieux au Nürburgring, Roland se classe 5e. Des résultats prometteurs. Du côté du WTCC, le pilote BMW grimpe sur 3 podiums. Cela dit, il manque un petit peu de régularité et de performance et il achève sa saison de tourisme au 10e rang. Tout ceci demande évidemment beaucoup d'argent et c'est une des raisons de pourquoi son programme est plus réduit en 88. Le BTCC, qui même s'il n'est pas encore dans sa période dorée, reste un championnat relevé, et la F3 britannique. Bon, en F3, c'est toujours délicat, il ne score que 4 points et termine que 12e. Dans cette catégorie, il croise des Hill, Irvine, Leto ou Donnelly, ce qui n'est pas rien. Le truc, c'est qu'il est quand même rapide, mais brouillon avec un petit peu de malchance. Dommage.
En BTCC, Roland ne fait pas toutes les courses, et puis même, il n'est pas engagé dans la catégorie principale. Oui, il y avait la classe A, B, C et D. Lui, il était dans la B. Mais au moins, il prend une victoire à Truxton et termine 4ème du championnat dans sa catégorie. C'est bien, il se débrouille, mais ce n'est pas non plus parfait pour continuer d'avoir une progression linéaire vers la Formule 1. Mais il n'y a pas que la F1 dans la vie, et Roland the Rat, comme il est surnommé en Angleterre, va être un bel exemple. Petite pause sur Roland the Rat, parce que pendant que je cherchais les illustrations, je suis tombé sur une vidéo ubuesque. Je vous la mets en description et je vous laisse un petit extrait. Hello, who is this? All right, hamburger. Here, I'm just calling from the Ratterbill, honey. I just wanted to wish you good luck for the race. I didn't get a chance at the beginning. You mean to say you pulled me off the track just to wish me good luck? You're trying to slow me up. You cheat, Mr. Rat. And there are the final results. First place, Roland Rat Superstar, and second, Roland Ratzenberger. À partir de 1989, Roland va toucher pas mal de choses. Tout d'abord, il fait sa première saison de F3000 via le championnat britannique et il parvient à prendre une victoire à Donington avant de terminer 3ème de la saison. Puis dans cette saison agitée, il va faire 2 piges en DTM, mais surtout, il va lancer sa carrière en endurance. Direction le Japon pour l'Autrichien qui devient pilote Toyota pour le Team Sard en All Japan Sports Car Championship. Les résultats ne sont pas vraiment là, mais il prend malgré tout une pole position et un meilleur tour. En plus de ça, il dispute ses premières manches du championnat du monde. À Suzuka, toujours avec Toyota, mais surtout sur une Porsche 962C du Brun Motorsport en fin de saison. Il termine même 4ème des 1000 km de Spa en compagnie d'Oscar Larrauri. N'oublions pas non plus ses premières 24 heures du Mans avec cette même équipe Brun qu'il dispute avec Walter Lechner et Maurizio Sandra Sala. Malheureusement, ça se termine à 19h sur une crevaison. Je m'arrête vite fait sur Walter Lechner parce qu'il le côtoyait lorsqu'il était instructeur, donc au début des années 80. C'est un clin d'œil sympathique. Bon, vous l'avez compris, 89 était une année sportivement agitée avec des résultats un petit peu délicats. Mais c'est une année charnière. En effet, en touche à tout, 89 va définir les prochaines années de Roland en sport automobile. L'essentiel va se faire au Japon et il reviendra en Europe dans la Sarthe en juin. Ratzenberger s'installe donc au pays du soleil levant et va participer à plusieurs championnats. Le championnat d'endurance, de tourisme, mais également de F3000, l'ancêtre de la Super Formula. Il devient rapidement une petite star au pays du soleil levant. Jovial, blagueur, facile à vivre, Ratzenberger trouve sa place. Il décroche sa première victoire en proto lors des mythiques 1000 km de Fuji en compagnie de Naoki Nagasaka. Et en juin, dans la Sarthe, s'est ajouté à ce duo Pierre-Henri Raffanel. Mais la Toyota 90 CV de l'Autrichien abandonne le dimanche matin sur problème moteur. 1991 est assez ressemblant avec une nouvelle victoire en championnat proto japonais, cette fois-ci à Suzuka, et un nouvel abandon au Mans. Sauf que cette fois, il était engagé sur une Porsche et c'est un joint de culasse qui a eu raison de lui. En 1992, les choses lui sourient davantage. Après 2 7e places en tourisme, il prend la 5e position. De plus, il arrive pour la première fois au bout des 24 heures du Mans qu'il dispute à nouveau avec Toyota, en catégorie C2 sur l'ancienne génération de prototypes. Car le Sport 3,5 litres est désormais la catégorie reine, vous connaissez l'histoire. Roland retrouve d'ailleurs en 92 la monoplace avec la F3000 japonaise, et il obtient ses premiers succès avec 2 pole positions et une victoire à Suzuka. Il termine 7ème du championnat. D'un point de vue européen, le choix qu'a fait Ratzenberger de partir au Japon peut surprendre. Aujourd'hui, on a quelques pilotes qui nous viennent en tête dans ce cas de figure, et il faut dire que ça lui permettait de courir à un bon niveau. Car même s'il gagnait sa vie et réussissait à être indépendant en Europe, il n'avait pas assez pour évoluer dans de bonnes conditions F3000 ou encore moins évoluer en Formule 1. Puis au Japon, il croise des Marco Apicella, Heinz Harald Frentzen, Karl Wandlinger, Eddie Irvine ou encore Mika Salo. Donc niveau crédibilité, ça se pose là. La F3000 japonaise devient sa principale activité en 93, et bien qu'il anime toujours le paquet, il n'y a qu'un seul podium à se mettre sous la dent. En revanche, au Mans, il obtient son meilleur résultat, 5ème. Avec Mauro Martini et Naoki Nagasaka, ce trio ne termine pas que 5ème, il remporte également la catégorie C2. Alors, précision importante, officiellement, ils sont 3. Parce qu'en réalité, Martini et Ratzenberger avaient demandé à leur employeur de laisser Nagasaka sur le côté. Le japonais étant bien plus lent, à tel point qu'il aurait été difficile pour les deux compères de réussir une telle course. D'ailleurs, Roland voulait faire quelque chose d'un petit peu fou au Mans. Il voulait prendre part à la course tout seul. Bon, ça joue un petit peu Louis Rosier ou Pierre Levègue. Bon, il n'a pas été autorisé. On comprend pourquoi. Déjà, après
L'avoir partagé uniquement avec Mauro Martini cette année-là en 93, il était séché. C'est normal. La bonne nouvelle, c'est que l'horizon de l'Autrichien se dégage et il va pouvoir réaliser son plus grand rêve, piloter en Formule 1. Après plus de 10 ans en sport automobile, Roland a fait tout de même pas mal de choses. Et durant la saison 93, il a réuni suffisamment de sponsors pour rentrer en Formule 1 dans la petite écurie Simtech. Et justement, on peut se poser la question, pourquoi vouloir à tout prix entrer en Formule 1? Surtout qu'avec Toyota et sa carrière au Japon, il avait de beaux avantages, il jouait devant. Avec Simtech, il sera derrière. Mais c'est la F1, c'est le rêve. Et quand cette opportunité se présente, même si elle est perdue d'avance, il faut la saisir et ne pas avoir de regrets. Et bien sûr, son arrivée ne chamboule pas du tout le paysage de la discipline, il faut être honnête. Avec une équipe au budget représentant 15% de celui de Williams, il n'y a pas grand chose à espérer. Cela dit, Roland se fait vite une place chez Simtech par son caractère tout bonnement appréciable et par son histoire intéressante. Tout seul, il a réussi à mener sa barque jusque-là et l'écurie Simtech reconnaît un talent certain à Roland. D'ailleurs, le contraste est marquant entre Ratzenberger et celui qui sera son équipier, David Brabham. Fils du triple champion du monde Jack, lui a moins galéré pour y arriver, mais les deux hommes s'entendent très bien. Et aujourd'hui, il faut dire que les membres de Simtech ayant côtoyé l'Autrichien n'en disent que du bien. Rapide, la F1 reste malgré tout un monde différent, ses débuts dans la discipline commencent difficilement. À Interlagos, Roland s'applique mais est victime de gros sous-virages, il ne parvient pas à se qualifier. 26 places qualificatives et classé 27e devant Paul Belmondo. En revanche, le Grand Prix suivant a lieu sur un circuit qu'il connaît bien, Aida. Sa carrière au Japon est un avantage, et Roland parvient à se qualifier 26e, et va disputer son premier Grand Prix. Cela dit, il est quand même à 1 seconde 5 de David Brabham. On peut mettre ça sur le compte de la préparation et de l'inexpérience, mais c'est amené à progresser. Le lendemain, le dimanche, Roland évite les accidents du départ et navigue en queue de peloton. Ne pouvons pas espérer bien mieux, l'Autrichien conduit proprement sa Simtech Ford, qui l'amène jusqu'au terme du Grand Prix. 11e et dernier, à 5 tours du vainqueur Schumacher, certes, mais il a été au bout de son premier Grand Prix de Formule 1. Ratzenberger peut avoir le sourire. D'ailleurs, il a tout le temps de sourire. Direction donc Imola. Le ciel est bleu et il fait bon en Émilie-Romagne lorsque le paddock de Formule 1 débarque à Imola. Clairement, rien ne laisse penser que le sport automobile va vivre l'un de ses pires week-ends. Début mars, avant le lancement de la saison, Roland Ratzenberger et Simtech avaient déjà participé à plusieurs journées de test ici même. L'Autrichien connaît donc bien le circuit, il a déjà ses repères et espère bien se qualifier de nouveau. De plus, Ratzenberger est enthousiaste en Émilie-Romagne parce qu'il doit rencontrer des sponsors qui pourraient lui permettre de boucler toute la saison avec Simtech. Si la première séance d'essai libre le vendredi matin est somme toute parfaitement normale, la première séance de qualification de l'après-midi est marquée par le terrible accident de Rubens Barrichello à la Variante Bassa. La Jordan du Brésilien s'envole sur un vibreur et s'écrase violemment dans les murs de pneus avant d'effectuer une série de tonneaux. L'embardée est impressionnante et le docteur Sid Watkins, accompagné des équipes médicales, intervient rapidement. Le Brésilien est en état de choc, le visage maculé de sang, mais ça va. Un traumatisme crânien, un bras dans le plâtre, une fracture du nez et quelques contusions, c'est pas rien, c'est sûr. Mais Rubens va plutôt bien et il est même de retour dans le paddock le lendemain. Quand on voit la violence du choc et l'état de santé du Brésilien seulement 24 heures après, la F1 peut se satisfaire d'avoir atteint un tel niveau de sécurité. Rien à signaler durant la FP2 du samedi matin, et pour le moment, Ratzenberger est 26e et dernier qualifié, mais il compte bien améliorer sa marque l'après-midi. Pour le moment, son meilleur tour est en 1:27.657. À 13h, la deuxième séance de qualification est lancée sous un beau soleil. Quelques minutes après le feu vert, Roland entre en piste. Son deuxième tour est bon, car il améliore sa marque en 1:27.584, mais dans son troisième tour, il fait une légère faute à Aqua Minerale. Il escalade un vibreur. Bon, son tour est mort, mais pour s'assurer que sa voiture va bien, Roland donne de grands coups de volant, ce qui est une réaction plutôt normale pour un pilote. Ne sentant rien d'anormal, Roland est rassuré et donc ne rentre pas au stand. Il est environ 13h15 lorsqu'il entame son quatrième tour de qualification, à fond dans la ligne droite des stands et pied au plancher dans Tamburello. Mais son aileron avant a bien été endommagé et à de telles vitesses, la force exercée sur ses appendices aérodynamiques est colossale. À plus de 300 km/h, la partie gauche de son aileron avant s'envole juste avant la courbe Villeneuve, l'endroit le plus rapide du circuit. Sans appui à l'avant, la Simtech devient incontrôlable et tire tout droit.
le bruit d'un choc terrifiant et un silence morbide. La Simtek glisse jusqu'à l'épingle de la Tosa. Tout le côté gauche a disparu. Roland Ratzenberger est inerte. Le drapeau rouge est aussitôt brandi et les équipes médicales interviennent. Mais le docteur Sid Watkins constate immédiatement la gravité de la situation. Dans les stands, à quelques centaines de mètres de là, c'est l'effroi. Ayrton Senna, déjà touché par l'accident sans protéger la veille, est sous le choc. Il tente même de rejoindre les lieux du crash pour constater de ses propres yeux, mais il est refoulé. À la Tosa, les équipes médicales s'activent et prodiguent un massage cardiaque, mais il n'y a rien à faire. Le choc était si violent que Roland est mort sur le coup, dans sa Formule 1. Entrent alors en compte les enjeux politiques et financiers. Si Ratzenberger est déclaré mort sur le circuit d'Imola, l'événement devra être interrompu pour laisser place à une enquête. Et ça, pour les instances, hors de question. Une scène morbide est alors organisée. Roland est transporté à l'hôpital de Bologne, où sa mort est officiellement prononcée à 14h15, 1 heure après le drame. Roland Ratzenberger avait 33 ans. « 7 ans, 11 mois et 15 jours séparent la mort de Ratzenberger à celle d'Elio De Angelis, le dernier disparu de la Formule 1. Une durée inédite à l'époque qui a fait croire au paddock que la F1 était devenue sûre, qu'il était devenu impossible de se tuer au volant de ses machines. La réalité est brutalement revenue en ce 30 avril 1994. Oui, l'accident de Barrichello le vendredi était terrible, mais il s'inscrivait dans la liste d'accidents spectaculaires mais non mortels de la F1. En ce deuxième jour du Grand Prix de Saint-Marin, la mort est soudainement revenue et a pris la vie d'un néophyte âgé de 33 ans que beaucoup, hélas, ne connaissent que par ce crash. Celui qui a atteint son rêve 11 ans après s'être lancé seul dans la discipline. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, le monde de la Formule 1 retrouve le paddock sous le choc. Un homme manque à l'appel. Peu connu du grand public, Roland avait quelques amis, Johnny Herbert, Heinz-Harald Frentzen, JJ Leto avec qui il est arrivé sur le circuit, ou encore son compatriote Gerhard Berger. Rapidement, l'écurie Simtek est mise en cause. Une équipe si jeune, avec si peu de moyens, peut-elle mettre à disposition de ses pilotes une voiture aussi sûre que les top teams? Les mauvaises langues le pensent et Nick Wirtz, talentueux ingénieur à la tête de l'équipe, se mue dans un silence méprisant. Son équipe n'y est pour rien et pour l'heure, son équipe est dévastée. David Brabham décide malgré tout de prendre le départ du Grand Prix afin de donner un petit peu de baume au cœur à Simtek. Évidemment, cet accident suscite de vives réactions, notamment chez les pilotes. À l'image de Stewart quelques décennies plus tôt, Senna prend les devants, il faut faire quelque chose. Mais en attendant, le dimanche après-midi, le sport automobile reprend ses droits. Le départ d'un Grand Prix qui n'aurait pas dû avoir lieu est donné, et dès celui-ci, un nouvel accident se produit entre Leto et Lamy. Des débris passent au-dessus des grillages de protection et blessent 4 personnes. La safety car entre en piste et libère la meute au 6e tour. Senna devant Schumacher. Et au 7e tour, l'impensable se produit et la mort ressurgit. Après le néophyte, elle emporte avec elle l'un des plus grands pilotes de tous les temps. 7 ans, 11 mois et 15 jours entre De Angelis et Ratzenberger, un jour entre Ratzenberger et Senna. Le sport automobile est en état de choc. Ratzenberger et Senna, le néophyte et la légende. Le sans grade et le champion qui ne sont liés que par peu de choses. Si, tous les deux sont nés en 1960, à quelques mois d'intervalle. Et tous deux sont partis le même week-end à quelques centaines de mètres d'écart. Tous deux ont été victimes quasiment de la même façon d'une passion dévorante et dangereuse. Étrange. La disparition de celui qui est mort le jour avant Ayrton sera commémorée dans des sphères tout autres. Plus discrètement. 3 jours de deuil national sont décrétés au Brésil et Ayrton sera inhumé à Sao Paulo le 5 mai 1994. Le lendemain, près de Salzbourg, Roland Ratzenberger est enterré bien plus discrètement, bien que plus de 250 personnes aient fait le déplacement. Parmi eux, Max Mosley, le président de la FIA, qui ne s'est pas rendu au Brésil la veille. Car la mort de Senna ne doit pas éclipser celle de la première victime de ce week-end noir. Quelques pilotes ont également fait le déplacement. Leto, Herbert, Frentzen, Brabham, Van Linger et Berger, à peine rentrés de Sao Paulo. Ce terrible week-end d'Imola 94 marque le début d'autre chose, d'un après dans le monde de la course automobile. À Monaco, les 2 premières places sur la grille sont réservées à Senna et à Ratzenberger. En juin, au Mans, la Toyota TS010 porte sur sa carrosserie le nom de l'Autrichien qui devait prendre part à l'épreuve. Piloté par Eddie Irvine, Mauro Martini, son ami, et Jeff Krosnoff, la voiture de Ratzenberger termine à la 2e position. Si au fil du temps, les hommages de ce funeste week-end du 1er mai 94 iront majoritairement à Senna, Roland ne doit pas être oublié. C'était un bon pilote, éclectique et un homme fort sympathique, toujours souriant, drôle, blagueur, tombeur
et très apprécié de ceux qui l'ont côtoyé. »30 Jahre sind eine lange Zeit. In all diesen Jahren wurde uns durch unzählige Kontakte, Briefe, Mails, Ehrungen in Imola bewiesen, dass Roland nicht vergessen ist. Allen Freunden, Bekannten und Fans unser herzlichen Dank. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux le connaître. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme, mais surtout n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Roland Ratzenberger. À la prochaine. Des bisous.